Salut les youpatubeurs. Alors aujourd'hui on va parler de la mythique USM1. Alors c'est une carabine mythique parce que du coup elle était utilisée largement pendant la Seconde Guerre mondiale et elle a été surtout très appréciée des soldats et même pas que pendant la Seconde Guerre mondiale puisqu'elle a encore été et continue à être en service après la Seconde Guerre mondiale. Mais ça on va le voir. Alors je te la présente pour ceux qui ne connaissent pas l'USM1. Vous inquiétez pas, on vous en voudra pas. C'est ceci. Tadam! USM1. Alors, tu vois, moi j'ai un modèle Underwood qui est surtout reconnaissable avec son canon hein, qui est un peu rayé. On va dire il y a les traces d'usinage dessus. C'est surtout quand tu passes le doigt dessus. Et voilà, c'est beau. C'est beau. Faut dire ce qui est, c'est beau. C'est beau. Alors moi j'ai une hausse micrométrique et un petit chargeur de 10 coups avec la pochette qui va bien, la fameuse pochette dans laquelle il mettait les chargeurs. Bon, là en l'occurrence, il y en a deux qui vont dedans, mais moi j'en ai qu'un. Voilà, donc on va faire les dispositions de sécurité. Comme tu peux voir, le chargeur est vide et la chambre est vide. Voilà pour l'USM1. Alors je vais brièvement te raconter déjà, on va commencer par l'histoire de l'USM1, comment on est arrivé à à produire un USM1, et surtout pourquoi il faut que tu aies une USM1 dans ta collection, parce que je pense que c'est un incontournable. Enfin moi c'est ce que je pense en tout cas. Donc ça on va voir tout de suite, ne bouge pas, l'USM1 c'est maintenant, c'est parti, let's go! De l'USM1 commence en 1940, car l'état-major américain comprend vite la nécessité, surtout pour les troupes de soutien, hein, telles que les cuisiniers, les servants de mitrailleuses, pas forcément combattants, hein, comme tu peux voir, les chauffeurs, les transmetteurs à l'arrière, les artilleurs. Oui, parce que la plupart de ces gens ou de ces personnels sont équipés de Colt 1911. Et l'état-major, hein, qui bien sûr a compris la nécessité d'avoir un peu plus de choix et surtout de puissance de feu, hein, voyant la Seconde Guerre mondiale qui est à ses portes, hein, comprend vite la nécessité d'agrémenter son arsenal et la dotation chez ses soldats. Pour la plupart qui sont équipés de M1 Garand et de 1903 et de Colt 1911. Donc l'état-major va faire un appel d'offres et cet appel d'offres va être remporté par Winchester. Voilà. Qui, avec son projet Carabine 30 M1, oui c'était le nom du projet, ils ne sont pas cassés le cul, bah bien sûr, qui va donner forcément, tu t'en doutes, l'USM1. Voilà. Il faut savoir aussi que le projet 30 M1, remporté par Winchester, est un peu venu en même temps que le fameux projet Thompson Light Rifle. Oui, alors j'ai un super accent. Thompson Light Rifle. Voilà, tu t'en doutes, c'est le projet Thompson. Mais nous, on reste sur les SM1. Voilà, c'est le projet qui nous intéresse. Donc Winchester va remporter le contrat. Bonne chose pour Winchester. Mais tu t'en doutes, pour ceux qui connaissent un peu l'USM1, tu te doutes bien que Winchester ne va pas être tout seul du coup à produire ses USM1, car vois-tu, l'état-major est un peu gourmand. Il y avait à la base une demande de 600 000 carabines à produire, mais voyant le succès de l'USM1, et bah du coup, on va arriver à un total en tout, oui, accroche-toi bien, de plus de 6 millions de carabines fabriquées. Oui, alors plus de 6 millions. 6 millions, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il me semble que c'est 6 millions 333 000 carabines. What? No! En effet, devant la quantité à produire, et surtout, Winchester n'ayant pas vraiment les capacités pour produire autant, eh ben ils vont devoir plus ou moins partager le gâteau. Et ils vont le partager avec d'autres entreprises, d'autres firmes qui n'ont pas nécessairement, qui ne sont pas nécessairement des manufactures d'armes,
parce que la plupart n'ont rien à voir avec le domaine de l'armement, mais c'est un peu le génie américain, si tu veux. On passe dans une économie de guerre, et du coup, des entreprises qui n'ont rien à voir avec le monde de l'armement vont se mettre à produire des carabines et de l'armement. Alors il y a eu de grandes entreprises, bon je vais pas toutes te les citer parce qu'il y en a un paquet, mais les plus connus tels Inland, voilà, Inland, Winchester, hein, voilà, Winchester, Inland, IBM, Rockola, Underwood. Alors Underwood pour le coup c'était une entreprise de machines à écrire, Rockola faisait des jukebox, hein, tu vois, General Motors, enfin bref, il y en a eu plein, je vais pas te les citer, je vais te les mettre, t'inquiète pas. Toutes ces entreprises vont commencer la production. Donc la production va débuter en septembre 1941, donc une production de masse. Donc on est vraiment sur une production de masse, c'est vraiment à une échelle industrielle. Et c'est vraiment là qu'on voit toute l'ingéniosité américaine et la productivité américaine. Si on doit comparer un peu l'USM-1, on peut la comparer un peu au M4, au fameux Sherman. Oui, parce que à l'époque aussi, l'état-major cherchait un char de série qui pouvait produire en quantité et rapidement et qui avait une certaine disponibilité en pièces et en... Voilà. Et on voit là toute l'ingéniosité américaine dans sa production. Maintenant, je parle du M4 Sherman. Alors, à savoir que le M4 Sherman, c'était pas non plus un foudre de guerre. C'était un blindé qui faisait le taf, mais qui, devant les chars allemands, était vite dépassé. Mais là où je veux en venir, c'est que les Américains jouaient sur le nombre et la quantité. Voilà, on savait fabriquer des choses en série, fiables, efficaces et qui faisaient la différence. Et surtout, avec une logistique derrière, on pouvait réapprovisionner en pièces. Voilà, même si le M4 était surnommé la cocotte minute, oui. Les Allemands le surnommaient la cocotte minute, c'est pas pour rien, parce que on lui tirait un coup de Panzerschreck dessus, il se transformait vite en barbecue. Voilà, bon, petite parenthèse, on revient à notre SM1, mais là on est un peu sur le même concept. On veut fabriquer en grand nombre quelque chose de fiable, efficace, et c'est vrai que pour le coup, elle est fiable et efficace, cette USM1. Elle a tout pour plaire, et je dois te le dire qu'elle a très peu de défauts, voire pas du tout. J'ai cherché, mais j'en ai pas beaucoup trouvé. Voire un peut-être. Mais ça, on va y venir. Donc, il faut savoir que l'USM-1, officiellement, est rentré en service en juillet 1942. Voilà, donc pour te dire que ça n'a pas vraiment mis trop de temps, on va dire. Après, il y a une chose à savoir avec l'USM-1, c'est que l'USM-1, c'est difficile d'en garantir son authenticité. Et pour la simple et bonne raison que l'USM-1 n'a qu'un numéro de série. Et oui, c'est pas comme les autres armes où effectivement tu vas avoir un numéro de série pour chaque élément de l'arme. Oui, parce que d'habitude, tu vois, tu as les éléments de ton arme qui composent ton arme, et sur chacune des pièces de ton arme, tu vas avoir un numéro de série. Et là, dis-toi que là, non, tu as un seul numéro de série qui est sur le boîtier, et puis c'est tout. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est difficile de garantir l'authenticité d'une USM-1. Surtout que pendant la Seconde Guerre mondiale, les armes venaient souvent en arrière pour modification ou réparation. Donc, un peu compliqué. Voilà. Tu l'auras compris, cette USM-1, c'est une success story. Tout le monde la kiffe, cette carabine. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi, c'est tout à fait normal. Les Américains l'adorent, les Alliés l'adorent. Et oui, il faut savoir que cette carabine a été appréciée et même elle a été parachutée dans les maquis. Oui, les maquisards français l'utilisaient aussi. Et dis-toi qu'il n'y a pas que eux qui l'utilisaient, car les Waffen-SS l'utilisaient aussi. Et lui avaient même donné un petit nom. Excuse-moi de mon allemand dégueulasse, mais c'est la Selbstständiger 455. Il a kiffé tellement cette carabine qu'ils s'étaient même mis à faire les munitions qui allaient avec. Oui, les munitions de 30 carabines. Oui, ils ont carrément fait des munitions, fait une production de munitions. Pour te dire qu'il l'a kiffé vraiment. Et si je devais vraiment comparer l'USM-1 de saisie avec une autre arme,
Par contre, une arme qui n'était pas du tout sur le front européen, le front d'Ouest, c'est une arme du front de l'Est, c'est la PPSH. Les Allemands l'a kiffé aussi cette PPSH. I love you. Pour te dire que l'USM-1, sur le front de l'Ouest, elle a marché du tonnerre, même dans le camp ennemi. Il faut aussi savoir que cette carabine a été dérivée en plusieurs modèles et destinée à plusieurs troupes. On peut notamment parler de la mythique et emblématique M1A1, qui était le modèle fait en particulier pour les parachutistes, donc les troupes aéroportées. Elle a été faite à hauteur de 150 000 exemplaires, à peu près. Et aujourd'hui, il faut te dire que si tu veux une M1, donc reconnaissable par sa crosse pliante, eh ben tu vas payer une couille. Oui, parce que généralement, les collectionneurs ou les gens qui ont ce genre de carabine, eh ben ils se la gardent. Ah bah je comprends, hein, oui, ils ont raison. Généralement, on va plutôt trouver assez facilement les modèles comme ceci, donc l'USM1 classique. Après, il y a eu différents modèles et il faut savoir aussi que elle a été même largement utilisée après-guerre. Notamment, il me vient un modèle à l'esprit, c'est le fameux modèle M3 avec lunettes infrarouges. Celui-là, on en parle très peu, mais à savoir qu'il a existé, notamment pendant la guerre du Pacifique sur l'île d'Okinawa. Voilà, c'est un modèle qu'on entend très peu parler, notamment un modèle qui se différencie de par sa fameuse lunette. Voilà, en fait c'est juste une SM1 et lui ont collé une lunette infrarouge et ça a fait un modèle M3. Voilà. Après-guerre, comme dit, elle a été aussi largement utilisée. Il y a eu le fameux modèle M2. Et ce modèle M2, qu'est-ce qu'il avait de particulier? C'était le fait qu'il pouvait tirer en automatique. Mais je vais y revenir après. Alors voilà, je te les mets en exemple, les modèles que je viens de citer. Ils vont apparaître. Tadam! Donc ne fais pas gaffe parce que à l'heure où je tourne la vidéo et comme je l'ai commencé la vidéo en fin d'après-midi, et ben là comme tu peux voir il commence à faire nuit derrière moi. Donc c'est normal, hein, je suis un peu pris par le temps et la montre elle tourne pendant que je tourne cette vidéo. Mais pour en revenir à nos petits moutons, donc tu l'auras compris, elle a été très utilisée et l'après-guerre encore plus. Car il faut savoir que l'USM a été en service jusque dans les années 90. Ah oui. Elle a été en service jusque dans les années 90 et distribuée par les États-Unis aux autres pays jusqu'en 1970. Elle a été notamment au Japon, a été en Belgique, en France pour la guerre d'Indochine. Elle a été aussi utilisée par la Corée du Sud. Voilà, donc en gros pour te dire que c'est vraiment une carabine qui a été utilisée à fond et dans ses différentes variantes. Pendant la guerre du Vietnam en 1969, a été fortement utilisée en version M2, donc la version automatique. C'est juste du coup avant que le M16 apparaisse, en sachant que pendant la guerre du Vietnam, il y avait le fameux M14. D'ailleurs, Code Reno en parle très bien dans ses vidéos sur le M16, qui dit que pendant un moment, il y avait du chauvinisme dans l'armée américaine. On a longtemps maintenu le M14 avant d'adopter le M16. Mais on parle pas de l'USM1, alors qu'il faut savoir que l'USM1 a été fortement utilisé pendant la guerre du Vietnam, dans sa version automatique, et même semi-automatique. Voilà. Donc, pour te dire que l'USM1, c'était vraiment le success story. Non, franchement, je sais pas ce que t'en dis, mais moi, je la trouve vraiment magnifique, cette carabine. En plus, elle dégage quelque chose. Elle est fluide, oh, la fluidité. Et puis... cette odeur, je sais pas, il y a une petite odeur, et il y a quelque chose d'authentique, tu vois, c'est l'USM1, quoi. Si tu en as jamais eu une dans les mains, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que t'aies. C'est vraiment... nice. En plus, tu as différentes configurations. Alors moi, je l'ai acheté dans une configuration qui me plaisait bien, en sachant que la mienne, c'est une catégorie C. Oui, alors à l'époque, quand je l'avais acheté, j'avais pas encore la catégorie B. Mais j'allais y venir justement, cette fameuse USM1
a été victime, eh ben, elle a été victime de sa sale gueule. Ce que j'entends par là, c'est qu'en gros, comme je te l'ai dit précédemment, tu sais que maintenant il y a eu une version automatique. Et c'est vrai que nos élites et nos politiques, eh ben, tout ce qui était en automatique et qui ressemble vraiment à des armes de guerre, hein. Oui, parce que là encore, tu vois, j'ai le chargeur de 10 coups. Ça fait pas vraiment... Maintenant, si je te mets le chargeur de 30 coups que voici, hein, tu vois, il est vide, hein, la carabine est sécurisée. Regarde, ça fait déjà une autre gueule à la carabine. Ça fait quand même plus arme de guerre, quoi, plus arme de bourrin, quoi. Voilà. Et donc, si tu sais que la carabine a été dérivée en version M2 automatique, eh ben, à nos politiques, ça leur a un peu fait grincer des dents. Et ils se sont dit, ah bah cette arme, elle a vraiment une gueule d'arme automatique. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, on va la limiter. Parce qu'il faut savoir que il y a encore quelques temps, tu pouvais trouver l'USM1 en semi-automatique, en catégorie C. Oui, je raconte pas de conneries. Tu pouvais la trouver en semi-automatique. Attends, t'attends pas non plus à avoir un semi-automatique de 10 coups, hein. C'était un semi-automatique en version 2+1. C'est-à-dire, tu mettais 2 cartouches dans ton chargeur et une cartouche dans la chambre, ce qui te donnait un 2+1 en version semi-automatique. Mais vu que nos politiques ont fait passer cette petite douille, hein, d'habitude, il nous faut toujours passer des petites douilles comme ça, et ben ça fait que pour ceux qui avaient une licence de catégorie C comme moi, ben j'avais pas trop le choix. C'était soit en gros je la faisais passer en répétition manuelle, ce qui est le cas actuellement, elle est en répétition manuelle, ou soit je la faisais neutraliser. Personnellement, ça me cassait un peu le de neutraliser une arme, surtout pour faire quoi? Faire quoi? Un presse-papier? Franchement, un presse-papier à ce prix-là, ah non. Je préfère encore aller en magasin et m'acheter un presse-papier à 10 € plutôt que de mettre un presse-papier. Une arme qui devient un presse-papier, ben pour moi, ça n'a aucune utilité. Franchement, prendre la poussière, non, je préférais encore la faire passer en répétition manuelle. Bien sûr que maintenant j'ai envie de m'acheter une USM en catégorie B, mais on va dire que si tu as suivi un peu mes vidéos depuis le début, tu te doutes bien que là en ce moment c'est pas la joie niveau pépette, donc faudra un peu que j'attende quand même, hein, ou alors que je gagne l'auto. Voilà. Maintenant, c'est vrai que l'USM1 c'est vraiment quelque chose, c'est fluide, c'est précis, c'est agréable au tir, c'est léger, c'est maniable, et on en revient encore à ce que l'état-major américain voulait à la base. Oui, il voulait une arme entre un pistolet et un fusil, et là, ils y sont arrivés. C'est vraiment ça, oui, parce que c'est une arme, vraiment, hein, sans déconner, c'est une arme avec laquelle tu peux tirer bras tendu. Non, mais je rigole pas, c'est vraiment léger. C'est tout léger. Alors, à comparer, si tu prends un M1 Garand et tu prends ça en main juste après, eh ben, tu te rends compte que le M1 Garand, il pèse une tonne. Alors que l'USM1, eh ben, c'est limite avec un doigt, tu vois, c'est agréable, quoi. C'est vraiment agréable. Ça dégage quelque chose, tu vois, c'est indescriptible. J'arrive même pas à te le décrire avec des mots, quoi. Moi, je la kiffe. Okay. Et maintenant, vraiment, le seul défaut qu'elle aurait, mais c'est vraiment pour pinailler, et encore, c'est pas un défaut en soi, mais moi, il faut savoir que démonter les armes, des fois, ça me fait un peu chier, même si je sais que j'aime bien nettoyer après chaque tir, mais il faut savoir que si tu te mets à démonter une USM1, eh ben, la culasse de l'USM1, en gros, tout ce qui maintient ton percuteur, extracteur, voilà, la pièce principale, eh ben, il va falloir acheter un kit pour le démonter, car sans ce kit de démontage, eh ben, tu ne pourras pas accéder aux petites pièces qu'il y a dans ta culasse. Donc, ce qui est extracteur, percuteur, les petits ressorts, ça, je te déconseille de le démonter mal à main. Tu vas galérer et de toute façon, tu vas paumer des pièces, c'est sûr. Il faut à tout prix acheter le kit. Alors, le kit est vendu sur Naturabuy. Voilà. Après, moi, je vais pas te faire un tuto démontage, hein, parce que j'ai pas envie. Et puis, comme je dis, moi, le démontage, ça me casse un peu les... Game on! Mais vraiment,
au final, elle a aucun défaut cette carabine. Si tu veux vraiment un tuto démontage et si tu veux vraiment en apprendre un peu plus sur la carabine, je t'invite à regarder les vidéos de French Grenier. Hein. Il fait un tuto démontage, une petite vidéo sur les démontages. En plus, lui, pour le coup, il est armurier. Oui, je sais, je fais de la pub à d'autres youtubeurs, alors que je suis moi-même youtubeur, oui. C'est mon côté généreux et sympathique. J'aime bien. Parce que du moment qu'on a tous la même passion et qu'on va tous dans la même direction, en fait, tu l'auras compris, c'est ça le but. Moi, je suis content de t'avoir fait plus ou moins, si je t'ai fait découvrir l'USM1, bah tant mieux, je suis content. Si tu as envie de te l'acheter, bah vas-y, fonce. Fonce, n'attends pas, vas-y, c'est une arme magnifique, quoi. C'est une beauté, c'est une beauté, c'est une beauté. Franchement, c'est magnifique. C'est beau. Franchement, elle dégage quelque chose. Et puis, elle a une gueule. Alors, tu vois, moi, j'ai les chargeurs de 10 coups. C'est à savoir que tu as les chargeurs de 15 coups, mais tu as aussi les chargeurs de 30. Voilà. Mais même, elle a une gueule. Et en plus, tu peux la configurer comme tu veux. Alors, moi, c'est perso une arme que j'ai achetée sur Naturabuy. Chez un armurier qui est spécialisé dans le domaine. Hein, il fait quasiment que ça. Ils vont quasiment que des USM1. C'est Lyon Armurerie. Allez, je fais encore de la pub. C'est gratos. Je suis généreux, mais voilà, je pense que le but c'est de faire grandir la communauté, de partager, c'est ça le but, c'est de partager, et puis voilà, si on peut être plus de tireurs, et si on va tous dans la même direction, et qu'on kiffe notre passion des armes, et si on peut faire kiffer les autres, et ben c'est ça le plus important, j'ai envie de te dire. Voilà, donc je vais pas m'éterniser, moi j'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire, je tenterai de répondre à tes questions. Voilà. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça fera avancer la chaîne. Tu as le lien Tipeee dans la description, dans les liens. Hein, n'hésite pas hein, si jamais tu veux me faire un petit don pour que je continue à faire mes vidéos. Mais en tout cas, abonne-toi, mets un like, commente. Et puis voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et YouPatuber, je te dis à une prochaine pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.